Alors, bonjour à toutes et à tous. La visioconférence d'aujourd'hui est consacrée aux formations LMD, licence, master et doctorat du domaine des arts, lettres et langues. Je suis Isabelle Sauron, conseillère psychologue de l'éducation nationale à l'ONICEP. Et donc, j'ai à côté de moi Tom Mebarki, qui enseigne la musicologie à AMU, et qui donc vous parlera de la musicologie, qui pourra répondre aussi à vos questions. Et à Avignon, donc en duplex avec nous, Cédric Perolini en lettres et Nathalie Lunardelli pour les langues, pour LEA, qui vont vous exposer également les formations qui existent à l'université en lettres et en langue, et qui prendront peut-être le relais d'AMU si les collègues d'AMU ne sont pas là, pourront répondre à vos questions sur les lettres et les langues, j'espère. Alors, donc, il va y avoir les présentations et dans un deuxième temps, vous aurez une partie de chat, comme d'habitude dans ces visioconférences. Et donc là, nous attendons toutes vos questions. Vous les tapez sur les ordinateurs qui sont à disposition dans vos salles. Et nous vous répondrons oralement quand les intervenants auront terminé les présentations. Alors, juste pour introduire cette visioconférence, je vais vous rappeler quelques dates et quelques événements. Notamment, en ce moment, il y a l'ouverture du salon de l'étudiant et métiers à main au Parc Chano à Marseille. Donc, vous pouvez encore, si vous le souhaitez, y aller cet après-midi ou demain. C'est au Parc Chano, donc vous pouvez vous y rendre ce week-end. Il y aura les rencontres après Bac d'Avignon également ce week-end, donc samedi. Et GAP, ce sera le 1er février. Et d'autres salons également, mais je ne vous ai pas tous notés, vous pourrez les retrouver sur le site de l'ONICEP. Les journées portes ouvertes, donc pour AMU, sur le SIDEX, ça sera le 6 mars, et sur le site de Marseille, le 2 mars, pour les sciences notamment. Les journées portes ouvertes d'Avignon, le 2 février, si je ne me trompe pas. Avignon, vous me corrigerez si je me suis trompée. Et donc toutes les dates des journées portes ouvertes, que ce soit des écoles ou des lycées ou des universités, vous les retrouverez également sur le site de l'ONICEP en région, onicep.fr, ex. Quelque chose d'intéressant pour vous, d'aller regarder sur les sites des deux universités les fiches diplômes des licences, voire même des masters, qui sont détaillées. Pour avoir vraiment les points sur toutes les formations. Chaque formation a une fiche diplôme, donc je vous invite à aller les voir, que ce soit sur Avignon ou sur AMU. Le guide de l'ONICEP que vous voyez à l'écran, normalement vous a été distribué avant les vacances de Noël, ou peut-être après, ça dépend des établissements scolaires. J'espère que vous l'avez tous eu, sinon réclamez-le. Vous allez voir votre prof principal et vous en demandez un parce que chaque élève de terminale doit en avoir un. Des sites intéressants pour vous cette année, le site www.terminal 2018-2019 avec beaucoup de ressources à votre disposition. Je vous montre un petit peu comment ça se présente. Voilà, je vous laisse aller voir. Voilà, donc le site Terminal 2018-2019, je vous laisse également aller le consulter, vous l'avez peut-être d'ailleurs déjà regardé. Il y a beaucoup d'informations intéressantes. Je vous parle un petit peu de Parcoursup. Rapidement, vous allez bientôt pouvoir vous inscrire à partir du 22 janvier. Donc d'ici quelques jours, vous allez pouvoir aller sur la plateforme parcoursup.fr et commencer à rentrer vos vœux. Donc je vous conseille de télécharger l'appli Parcoursup sur votre smartphone à partir du mois de mars et de rentrer une adresse mail valide que vous consultez fréquemment. Vous avez aussi sur Parcoursup des tutos vidéo qui vous expliquent un peu toutes les démarches qu'il faut faire sur Parcoursup pour vous guider. Donc, vous aurez des informations sur les formations, sur les attendus de chaque formation. Et vous aurez même les taux de réussite et les débouchés normalement de chaque formation qui vous sont indiqués. Donc certaines formations ne passent pas encore par Parcoursup, donc là pour le coup il faut voir directement avec les établissements. Donc vous savez sans doute que les notes prises en compte des 5 trimestres précédents de première et donc les 2 trimestres de terminale seront pris en compte.
Vous aurez 10 vœux maximum non classés à faire, avec des possibilités de sous-vœux. Vos vœux doivent être motivés, c'est là quelque chose d'assez important. Vous devez rentrer un petit texte dans un onglet spécifique avec 1500 signes maximum. Et vous devez donc dire votre motivation pour chacune des formations que vous aurez choisies. Vous devrez donc dire vos atouts par rapport aux attendus de chaque formation, donc c'est pour ça qu'il faut aller les lire. Vous aurez également la possibilité de signaler vos activités extrascolaires, ça c'est assez nouveau, et ainsi que vos engagements associatifs ou autres, et les stages que vous avez pu faire également. Donc tout ça concourt à faire que votre candidature sera plus ou moins retenue. Vous devrez confirmer vos vœux et avoir fourni les éléments demandés avant le 3 avril. Donc date limite pour rentrer tous les éléments qu'on vous demande, les bulletins, etc. Les fiches à venir donc, seront renseignées dans vos établissements. Vous avez peut-être déjà eu à les remplir. Au deuxième trimestre seront donc validés vos vœux. Chaque vœu sera validé sur ces fiches par le conseil de classe et donc le chef d'établissement. Elles sont transmises ensuite via la plateforme Parcoursup aux établissements. Vous pouvez faire des vœux dans toutes les académies. Alors évidemment, il y a des quotas qui seront fixés par chaque recteur de chaque académie pour les étudiants qui viendraient de l'extérieur. Les universités proposent des aménagements pour les élèves qui n'auraient pas tous les prérequis demandés. Donc il existera des licences que vous pouvez faire en 4 ans au lieu de 3 ans, pour justement essayer de vous apporter tout ce qui peut vous aider à réussir dans ces licences, comme si vous donnez par exemple d'autres bacs que des bacs généraux. Les établissements d'accueil enverront les propositions d'admission entre le 15 mai et le 19 juillet, donc les délais ont été raccourcis par rapport à l'année dernière. Vous devrez confirmer rapidement les propositions que vous acceptez ou celles que vous voulez garder en attente. Dès le 15 mai, vous aurez la possibilité de voir le rang des derniers admis dans les formations d'attente en 2018, donc de l'année dernière. Ça vous donnera une indication pour savoir si vous avez des chances ou pas d'être admis dans la formation demandée, suivant comment vous êtes classé. Et vous aurez également votre rang à vous, personnel. Donc à partir du 25 juin, il y aura la possibilité, via un répondeur automatique, si vous rentrez vos vœux que vous avez mis en attente par ordre de préférence, vous pourrez les classer, le répondeur acceptera donc automatiquement les vœux que vous aurez classés par ordre de préférence. Vous n'aurez plus à vous connecter. Donc ça, c'est une option qu'on vous propose, qui n'est pas obligatoire, mais c'est une nouveauté. Si vous n'avez reçu que des réponses négatives, vous serez accompagné après le 15 mai, et c'est jusqu'au 14 septembre. Donc vous pourrez rencontrer des conseillers, des psychologues d'éducation nationale. Vous aurez donc des gens qui peuvent vous aider à reformuler des vœux ou à changer éventuellement d'orientation. L'inscription administrative sera donc à finaliser auprès des établissements que vous aurez choisis. Donc n'oubliez pas d'aller vous inscrire dans chaque établissement, évidemment. Parcoursup ne fait pas l'inscription, Parcoursup vous affecte quelque part, mais vous devrez aller vous inscrire. Bon, résultat du bac le 5 juillet, ça vous le savez sans doute déjà. Vous avez également une année de césure possible post-bac, donc une année où vous pouvez choisir de faire autre chose que des études partir à l'étranger par exemple. Vous devez quand même vous inscrire sur Parcoursup. Donc je vous invite à regarder attentivement Parcoursup si vous voulez faire une année de césure. Voilà, bon ça c'est un petit schéma de Parcoursup que vous retrouvez sur les sites de l'ONISEP et que vous retrouvez également sur les sites du ministère et du SCOL par exemple, sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Vous avez vraiment tout un tas de documents sur Parcoursup, étape par étape. Je vous invite à les regarder si vous voulez plus de renseignements. Voilà, on va passer à la musicologie. Allez-y, je vous en prie. Ok, très bien. Bonjour, bonjour à tous, à toutes. Très heureux de pouvoir vous présenter le secteur musicologie qui fait donc partie d'Aix-Marseille Université. Donc c'est un secteur qui est dans le campus Schumann à Aix-en-Provence. Alors, je vais plutôt tâcher de me concentrer sur la licence dans un premier temps, en vous montrant ensuite à quel type de diplôme ensuite peut amener la licence, et puis évidemment les débouchés qui
sont proposés suite à ce parcours licence, master et éventuellement doctorat pour les plus motivés. Alors, déjà dans un premier temps, j'aimerais commencer cette présentation en vous disant ce que n'est pas la licence musicologie. C'est ce qu'on appelle une définition apophatique, définir quelque chose parce que ça n'est pas, ce qui veut dire que ça pourra être tout le reste. Alors, dans un premier temps, la licence musicologie, ce n'est pas un conservatoire ou une école de musique, dans le sens où on ne va pas vous apprendre à pratiquer un instrument, on ne va pas vous enseigner de la pratique musicale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pratique musicale. Il y aura, j'en parlerai tout à l'heure, des ateliers de pratique musicale, mais le but, ce n'est pas de vous former à l'instrument. Votre instrument va vous aider, doit vous aider à avoir une réflexion historique, théorique, mais pas nécessairement pratique. Dans un second temps, la licence musicologie, ce n'est pas non plus un BTS audiovisuel, c'est-à-dire que nous, on ne va pas forcément vous apprendre les techniques du son, tout ce qui en réfère à l'ingénierie sonore. On est vraiment plus dans une formation générale, donc je l'ai dit, sur la théorie, sur l'histoire, sur la musicologie, et non pas forcément sur tout ce qui réfère à l'acoustique, bien que on ait des sensibilisations sur l'acoustique, mais je vous en parlerai plus tard. Et enfin, la licence musicologie, ce n'est pas non plus la planque idéale pour passer son temps entre francs et sincères copains à jouer du Christophe Maé ou du Pascal Obispo, bien que je n'ai absolument rien contre ces gens-là, cela va sans dire, bien sûr. Alors, plus sérieusement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas un endroit où on peut se réunir pour jouer de la musique. Voilà, on est vraiment dans une formation qui forme, c'est le cas de le dire, à un diplôme national qui pourra vous amener à différents corps de métier. Ce n'est pas pour passer son temps. Alors, il faut savoir que, alors c'est valable dans pas mal de disciplines qu'on propose à Aix-Marseille Université, la licence musicologie s'ancre dans ce qu'on appelle un portail. Il y a 7 portails, il me semble, à Aix-Marseille, et la licence musicologie fait partie d'un portail où vous pouvez trouver des lettres modernes, art du spectacle, notamment cinéma, et musicologie, c'est-à-dire que quand vous vous inscrivez en première année, vous avez donc dans le premier semestre, un semestre c'est la moitié de l'année, ça marche plus par trimestre mais par semestre, c'est coupé en deux. Et donc dans ce premier semestre, vous avez 3 types d'enseignements qui réfèrent à la musique, aux lettres modernes et aux arts du spectacle. Alors je vous détaille rapidement ce sur quoi vous pouvez tomber. Donc vous arrivez en première année et vous avez différentes unités d'enseignement, c'est-à-dire une sorte de gros bloc d'enseignement où vous avez des matières différentes. Donc premier bloc, première unité d'enseignement que vous avez qui s'appelle style et langage en musique. Vous avez un deuxième unité d'enseignement qui s'appelle lettres modernes. Troisième qui s'appelle lire, écouter, voir. Et ce qui est assez intéressant dans cette unité d'enseignement, c'est que c'est une unité qui est pluridisciplinaire, dans le sens où le cours qui est dans cette unité d'enseignement s'appelle Qu'est-ce qu'une œuvre d'art? Et vous avez des cours qui justement approchent l'œuvre d'art en termes musicaux, en termes littéraires et en termes cinématographiques. Donc c'est toutes les disciplines qui se rejoignent sur une question centrale. Et dans la même idée, vous avez une unité d'enseignement qui s'appelle Pratiques actuelles. Et l'objectif de cette unité d'enseignement, c'est de proposer à l'étudiant de monter un projet, encore une fois pluridisciplinaire, où il doit choisir entre le cinéma, la littérature et musique, pour monter quelque chose, que ce soit une représentation musicale et picturale, une réflexion sur justement les liens entre littérature et cinéma. Donc voilà, on veut vraiment montrer la porosité du portail. D'autre part, vous avez aussi des unités d'enseignement qu'on appelle transversales, dans le sens où en fait c'est toute l'université qui suit ces unités d'enseignement-là. Donc vous avez ce qu'on appelle la méthodologie du travail universitaire. L'objectif, c'est finalement de vous apprendre le métier d'étudiant, donc comment est-ce qu'on passe du lycée à l'université, quels sont les attendus, quelles sont les choses qu'on demande à un nouvel étudiant, notamment en termes de prise de notes, de travail personnel, d'apprentissage. Donc voilà, c'est vraiment pour vous guider à l'arrivée à l'université, vous montrer toutes les structures qui sont en lien avec l'université, la bibliothèque universitaire, les ressources multimédia. Donc voilà, c'est essentiel si vous voulez vraiment comprendre le fonctionnement universitaire. Et de la même manière, vous avez une unité de langue vivante.
qui sera en fait mis en place par le Lansad. Chaque étudiant devra choisir, alors c'est très complexe, hein, c'est à s'arracher les cheveux, enfin, je sais de quoi je parle, donc je vous laisserai le Lansad vous expliquer ça plus efficacement, mais vous devez, en fait, chaque étudiant choisit une langue. Théoriquement, il devra la suivre dans tout son cursus de licence et doit, je crois, atteindre un certain niveau européen, B2 ou B3, je ne sais plus exactement, je ne sais pas si vous avez... Bon, bah en tout cas, on pourra vous expliquer ça mieux que moi. Et en ce qui concerne la musicologie, donc dans ce premier semestre, vous avez une matière qui s'appelle Panorama de la musique. L'objectif, c'est de faire un panorama de la musique, hein, dans le sens où on va balayer les différents styles musicaux d'un point de vue historique et stylistique. Vous avez aussi une matière qui s'appelle Théorie de la musique, où on va commencer à vous former à tout ce qui est solfège, harmonie, j'expliquerai plus tard rapidement ce que c'est. Donc on reprend des bases en fait. Et vous avez une dernière matière qui s'appelle culture vocale, qui va être notamment en lien avec une pratique chorale, puisque l'instrument que tout le monde possède, c'est la voix, et c'est un instrument qui est indispensable hein, quand on souhaite devenir musicien ou musicologue. Donc voilà ce que je peux vous dire rapidement pour le premier semestre. À partir du deuxième semestre, vous pouvez choisir de vous spécialiser, donc soit en lettres modernes, soit en art du spectacle, ou soit en musicologie. Donc moi je vais plutôt vous parler de la musicologie. Donc en musicologie, à partir du semestre 2, vous avez 4 orientations. C'est-à-dire qu'en fait vous avez un panel de 4 modules, de 4 unités d'enseignement qui forment le tronc commun, donc qui sont toutes obligatoires, mais qui essaient donc justement de balayer au plus large possible ce qu'on peut trouver en termes théoriques dans la musicologie. Donc vous avez une première unité qui s'appelle musique et notation. Et dans cette unité d'enseignement, vous allez trouver des matières telles que solfège, donc vous allez vraiment, je veux dire, reprendre vraiment de la base, donc dictée musicale, dictée rythmique, écoute et prise de notes. Et vous avez une autre matière qui s'appelle harmonie, où là on vous forme plus sur l'écriture musicale. Donc en semestre 2, ça reste rudimentaire, hein, c'est vraiment comment est-ce que fonctionne l'harmonie. Et en licence 3, vous verrez qu'on est plus déjà sur comment est-ce que écrit tel ou tel compositeur et comment est-ce qu'on peut tenter de réécrire comme lui, modestement bien sûr. Ensuite, vous avez une autre unité d'enseignement qui s'appelle musique, diffusion, réception, où vous avez des matières telles que l'esthétique musicale, donc plus près de la philosophie, donc réfléchir sur notamment qu'est-ce que le beau, qu'est-ce que veut dire le beau en musique, comment est-ce qu'on peut réfléchir sur sa pratique musicale, et une matière qui s'appelle action musicale. Alors c'est tout simplement pour vous former sur qu'est-ce qu'il faut faire pour organiser des événements d'un point de vue juridique, d'un point de vue organisationnel, donc c'est toute la production et la diffusion musicale. Ensuite, vous avez une UE qui s'appelle musique et patrimoine, donc c'est une UE historique, et au semestre 2, ça se focalise notamment sur la musique baroque. Le vrai nom, c'est l'émergence de la musique harmonisée. Bon, en gros, c'est la musique baroque, hein, c'est-à-dire 17e, 18e siècle. Et enfin, vous avez un module qui s'appelle musique et oralité, où là, on va vous proposer au deuxième semestre, de faire un panorama des musiques improvisées, et notamment un focus sur le jazz. Sachez aussi que, donc, en plus de ces enseignements théoriques, vous avez dans les UE musique et patrimoine et musique et oralité, pour chaque matière, donc pour musique baroque, pour jazz et pour musique improvisée, vous avez une proposition d'ateliers de pratique qui sont en lien avec les enseignements. C'est-à-dire que pour la musique baroque, on vous proposera un ensemble d'ateliers qui vous proposeront de pratiquer la musique qu'on vous apprend de façon théorique. Donc ça peut être soit effectivement jouer la musique baroque telle qu'elle était, ou soit au contraire, cette année on fait un atelier qui s'appelle baroque populaire moderne, ou baroque and roll, dans le sens où on va essayer de vous montrer qu'on peut pratiquer la musique baroque avec des guitares électriques ou une batterie à une formation contemporaine. Vous avez aussi d'autres types d'ateliers, composition classique, composition électroacoustique, chansons françaises, chorale, direction de chœur, donc il y a tout un ensemble d'ateliers assez riches. L'idée, c'est qu'on veut vraiment mêler théorie et pratique, hein, ça fait partie de la nouvelle offre de formation. Très rapidement, ce qui se passe en licence 2, licence 3, vous avez la même architecture. Vous gardez les 4 gros modules en licence 2 et licence 3. C'est juste les matières hein, qui vont évoluer au fur et à mesure, hein, qui vont essayer d'être plus précises dans le propos qui est tenu. Donc en musique et notation, vous retrouvez solfège, harmonie, mais vous avez d'autres matières comme MAO, hein, musique assistée par ordinateur, ou pédagogie. En musique, diffusion, réception, vous avez, alors là on va commencer avec les gros mots, hein, sociologie, acoustique, sémiologie, herméneutique.
Bon, en gros, c'est tout ce qui est en rapport avec les sciences humaines. Herméneutique, c'est sur l'interprétation musicale, qu'est-ce que c'est qu'interpréter. La sémiologie, c'est plus sur le signe, notamment musique et cinéma, enfin musique et écran dans une plus large mesure. Acoustique, eh ben, c'est le son et pas forcément la musique. Et sociologie, ben, c'est tous les enjeux humains de production et de diffusion musicale. Pourquoi est-ce qu'une musique est connue? Pourquoi est-ce qu'une musique a été composée à un tel moment, à un tel endroit? Ensuite, en musique et patrimoine, vous avez pour chaque semestre des époques différentes, donc musique classique, romantique, médiévale, également Renaissance, jusqu'au XXe siècle. L'idée, c'est qu'on ne vous propose pas une histoire de la musique, mais une histoire de les musiques, dans son sens le plus global. Et dans musique et oralité, vous pourrez avoir des cours de musique populaire moderne, donc tout ce qui est musique actuelle, musique amplifiée, et musique traditionnelle, folklorique et du monde. Donc voilà ce que je peux vous dire rapidement pour les offres d'enseignement qui sont proposées. Alors pour qui est-ce que s'adresse cette licence? Alors pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attendu précis, je vous ai dit, on reprend au semestre 1 à la base de tout enseignement théorique et pratique, donc il n'y a pas de concours d'entrée, tout le monde peut intégrer la formation. En fait, le concours, il se fait sur le long terme, dans le sens où vous allez bien voir si la formation vous convient, si vous arrivez à suivre les enseignements qui sont proposés. Pour donner des chiffres, on est à peu près 200 étudiants au grand maximum au portail en première année. En deuxième année, moitié moins. En troisième année, moitié moins encore, c'est-à-dire 50. En master, ça dépend des masters, mais il y a à peu près entre 10 et 20. Et puis en doctorat, je suis le seul de ma promotion, par exemple. Vous voyez. Donc, voilà, c'est l'idée qu'on sélectionne au fur et à mesure. Ensuite, il faut savoir qu'il y a deux parcours types qui débutent en licence musicologie. Alors, la majorité des étudiants doivent s'inscrire dans le parcours musique et sciences de la musique. C'est le parcours que je vous ai présenté avec le tronc commun. Vous avez quand même possibilité, à partir de la licence 2 et 3, de choisir une coloration, c'est-à-dire plus choisir des matières pédagogiques, plus choisir des matières de recherche, ou plus choisir des matières qui tournent autour de l'action musicale, la production et la diffusion. Et pour certains étudiants, notamment ceux qui sont inscrits ou qui souhaitent s'inscrire à ce qu'on appelle l'IESM, donc c'est la poursuite du conservatoire, donc le pôle supérieur musical et musicologique, c'est un parcours qui est aménagé, qui est en partenariat avec l'IESM, où les étudiants sont dispensés de certaines matières qu'ils ont déjà à l'IESM, notamment les matières techniques, et on leur propose finalement de choisir à la carte les matières qui compléteront leur formation par rapport à leur pratique instrumentale. Il y a aussi un autre type de proposition pour les étudiants qui sont artistes, et notamment artistes de haut niveau. Il y a pas mal d'étudiants qui viennent en licence et qui sont pris par leur travail de musicien-interprète. Et ces étudiants-là peuvent proposer un dossier pour notamment ne pas passer d'examen dans le cours du semestre, mais passer que les examens terminaux, de ne pas avoir de notes de présence et, encore une fois, être aménagé de certains cours. Alors évidemment, ce n'est pas accessible à tout le monde, il faut proposer un dossier et c'est sous réserve d'acceptation, mais ça peut vraiment aider les artistes dits de haut niveau. Donc pour qui, je pense que vous avez compris, j'espère en tout cas. Alors pourquoi, à la suite de la licence, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, plein de choses. Vous pouvez faire par exemple un master qui poursuit la licence, le master qui en musicologie s'appelle le master acoustique et musicologie. C'est un nouveau master qui est en partenariat avec le CNRS, dans le sens où c'est un master qui est à la fois sciences dites humaines, donc musicologie, et sciences dites dures, donc acoustique, mathématiques, physique. Évidemment, ceux qui viennent de musicologie ne vont pas avoir à faire des maths dures et de l'acoustique dure, mais c'est une coloration, c'est une sorte, encore une fois, dans la pluridisciplinarité. Vous pouvez aussi avoir un master art, tout simplement, sans coloration acoustique, donc master art musicologie, art plastique, cinéma. Vous avez également accès à tout master à dominante musicale d'autres universités. Il y a aussi notamment des échanges Erasmus ou autres. Je sais qu'on a des partenariats en Allemagne ou au Canada, enfin à Québec. Et tout ça, donc, peut amener, en plus du master, donc après les 2 ans de master, ce qui fait 5 ans, donc 3 années de licence, 2 ans de master, ça amène à un doctorat qui varie entre 3 et 5 ans maximum. Voilà. En plus, vous avez un autre type de master qui est moins axé sur la recherche. Là, les masters que je vous ai proposés, on est plus sur la recherche, donc qui amène au doctorat. Vous avez un master qui est le master métier de l'enseignement,
de l'éducation et de la formation, qu'on appelle le master MEF, qui se passe dans un organisme qui s'appelle l'ESPE, et c'est censé vous former, enfin c'est censé, ça vous forme, pourquoi je dis c'est censé, ça vous forme à tout ce qui est justement métier du secondaire, de l'enseignement, en collège et en lycée. Et ça vous prépare au diplôme du CAPES pour le public, du CAFEP pour le privé, et de l'agrégation, et autres. Vous pouvez aussi avoir un master en management des activités culturelles, à l'IMPGT, AMU ou autres universités, plus sur la communication, et tout cursus de type bachelor ou BTS, audiovisuel. Je vous ai dit que nous, on ne propose pas un enseignement audiovisuel, mais sachez que c'est quand même une belle coloration en sciences humaines qu'un étudiant qui vient justement en BTS et qui a ce double regard. Sachez qu'aujourd'hui, on demande vraiment de plus en plus des doubles regards, des doubles cursus, des doubles diplômes, ça aide vraiment dans tout type de recrutement. Et tout type de formation spécialisée en musique des conservatoires supérieurs, pour l'enseignement musical en conservatoire, en CFMI, voilà, tout ça. Donc ça, ce sont les diplômes. Et enfin, pour conclure, finalement, qu'est-ce que vous devez faire après avoir été licencié? Dit comme ça fait bizarre, c'est-à-dire après avoir eu un diplôme de licence. C'est vrai qu'à haute voix, ça fait bizarre. Pardon. Donc après avoir eu le diplôme de licence, quels sont les types de métiers qui vous sont ouverts? Eh bien, encore une fois, plein. Vous avez, par exemple, effectivement, quand vous faites de la musique, vous êtes musicien-interprète. Sachez encore une fois qu'on demande de plus en plus à tout type de musicien-interprète d'avoir des diplômes pratiques, pour des auditions, pour des concours. Ça aide énormément d'avoir un CV universitaire. Musicologue, bien sûr, c'est aussi l'une des principales affectations. Vous pouvez aussi prétendre être compositeur, puisqu'on vous donne les outils et le bagage théorique et pratique pour pouvoir justement avoir tout le recul nécessaire pour pouvoir composer de la musique contemporaine. Régisseur, tout ce qui tourne autour quand même de l'ingénierie sonore, des approches en studio. Journaliste ou critique, tous ces métiers-là sont aussi accessibles avec une licence ou un master. Animateur radio, c'est tout à fait envisageable également. Alors, évidemment, les principaux métiers, ce sont les métiers de professeur, d'école, de collège, de lycée, on vous prépare aussi pas mal à ça. Ou tout ce qui est enseignant-chercheur, donc ça c'est pour les enseignants à l'université, chargés de cours ou maîtres de conférences. Donc là c'est pour ceux qui souhaitent faire un master recherche et non pas pédagogie, comme le professeur d'école, et doctorat. Vous avez aussi, vous pouvez être professeur d'enseignement artistique territorial, soit au conservatoire ou en école de musique. Musicien intervenant à l'école, donc dans le cadre du CFMI, animateur musical, chargé de production et de diffusion, donc c'est tout ce qui tourne autour de l'action musicale, directeur artistique de structures et ou de manifestations culturelles, directeur ou chargé de mission, entre guillemets, musique au sein de collectivités territoriales, et aussi un tout type de métier du style musicothérapeute. Alors il y a énormément d'autres types de métiers, j'ai essayé de vous présenter dans le temps qui m'était imparti les principaux. Je reste tout à l'heure à votre disposition pour tout type de questions et d'éclairages supplémentaires, et je vous remercie pour votre attention. Merci. On va passer la parole à Avignon, si vous voulez bien enchaîner. Les lettres ou les langues, c'est vous qui voyez, vous faites les deux. On vous laisse la parole à Avignon. Donc bonjour, je vais vous présenter très rapidement la licence LEA à Avignon. Donc je ne vais pas revenir sur l'organisation de la licence, puisque toutes les licences normalement se déclinent en 3 années, chaque année à 2 semestres, donc là-dessus je ne vais pas revenir en détail. Donc je vais donner quelques petites précisions générales sur la filière LEA que nous avons à Avignon. Donc c'est une filière qui est présente dans la plupart des universités françaises, avec des cursus ici de premier cycle et de second cycle. C'est une licence générale qui a une vocation professionnalisante et qui est vouée à l'international. Je reviendrai notamment sur l'international juste après. Selon les universités, on a des offres qui sont un petit peu différentes. Et la particularité d'Avignon est qu'elle a 2 parcours qui sont d'abord le parcours tourisme et ensuite le parcours affaires et commerce.
Alors, justement, sur les spécificités, les objectifs, donc, comme vous voyez, c'est de former des cadres trilingues qui sont capables d'évoluer dans le monde professionnel, de l'entreprise, en France et à l'étranger. Trilingue parce qu'on a une organisation qui est faite avec, bien sûr, le français et deux langues obligatoires, dont l'anglais obligatoire pour tout le monde, et en deuxième langue, il y a le choix entre ou l'allemand, ou l'espagnol, ou l'italien. La filière, elle est ouverte à des étudiants qui ont déjà fait de l'anglais, bien sûr, mais ou de l'allemand, ou de l'espagnol, ou de l'italien. On demande un niveau B1 à l'entrée. La spécialisation se fait de façon progressive, puisqu'en première année, c'est une formation générale pour tous les étudiants. Et à partir de la deuxième année, les étudiants choisissent soit le parcours tourisme, soit le parcours affaires et commerce. Sur la professionnalisation, il y a plusieurs éléments qui permettent cette professionnalisation, c'est-à-dire qu'on a déjà en deuxième année, en début du semestre 4, c'est-à-dire le mois de janvier, les étudiants qui doivent faire un stage d'1 mois dans une entreprise en général, mais pas que, en tout cas dans un secteur qui les intéresse pour l'avenir. On a pas mal d'étudiants aussi qui voudraient devenir professeurs des écoles notamment, ou professeurs de langue, pourquoi pas, même si c'est pas la vocation de la formation, mais ça, c'est une possibilité. Donc, qui font des stages soit dans une entreprise, soit dans un lycée, dans une école, voilà. Mais bon, en général, ce sont quand même des entreprises. On a un accompagnement vers la professionnalisation par des enseignants des enseignants qui sont en fait des professionnels. Donc ce sont les deux éléments importants pour la professionnalisation. Et enfin, on a un volet international qui est très important. Donc d'une part, bien sûr, parce qu'on a deux langues obligatoires, deux langues étrangères obligatoires, avec des cours identiques pour chacune des deux langues, c'est-à-dire on va avoir des cours de grammaire en première année dans les deux langues, des cours de civilisation dans les deux langues, des cours de traduction, des cours d'oral, etc. On a des cours de matières appliquées qui se font aussi en langue étrangère, notamment la langue des affaires et du tourisme. Et puis on a notamment ce qui est une force du LEA Avignon, un 6e semestre qui est obligatoirement fait à l'étranger. Généralement les étudiants partent en Erasmus, mais ils ont aussi la possibilité de faire un stage de 4 mois minimum à l'étranger. Je passe rapidement sur les passerelles, c'est-à-dire que là, comme dans n'importe quelle licence, on n'est pas obligé d'arriver jusqu'à la 3e année. On a des possibilités de passage après la 2e année vers notamment des licences professionnelles, donc partout en France. Sur Avignon même, on a pour le parcours affaires et commerce la licence qui s'appelle management et gestion des organisations, et pour le tourisme, on a la licence professionnelle qui s'appelle tourisme et économie solidaire. Mais elle ouvre la licence, après avoir une L2, on peut postuler dans tout un tas de licences professionnelles en France. Il y a aussi la possibilité d'intégrer les écoles de commerce et d'autres filières spécialisées, mais bien sûr sur dossier. En ce qui concerne la poursuite d'études, même si la formation est une formation professionnalisante, la plupart de nos étudiants décident de continuer en master. Donc en fait, les chiffres montrent que 85% à peu près des étudiants continuent en master. Alors les masters qui sont proposés après LEA sont des masters en commerce international, des masters en affaires internationales et stratégiques, des masters en tourisme, des masters qui s'appellent LEA. Et sur Avignon, on a le master management sectoriel et 3 parcours qui sont commerce international et management interculturel, commerce international du vin et œnotourisme, et puis e-tourisme et management des projets. Concernant les métiers visés, pour les étudiants qui ont suivi les affaires et commerce, vous voyez qu'on a les métiers qui sont assistants commercial, import-export, trilingue, chargés d'affaires ou des relations internationales, assistant en marketing, assistant ou négociateur en commerce international, cadre administratif, chargé de clientèle export. Donc toujours des métiers qui sont absolument tournés vers l'entreprise.
Après le parcours tourisme, vous avez des métiers comme chargé de mission développement du tourisme local, chargé de projets touristiques, chargé de la promotion, de la valorisation du tourisme, chargé du développement des entreprises touristiques. Voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le tourisme n'est pas le travail dans un office de tourisme ou guide touristique. Hein. Ça, ce sont des formations différentes. Là, on est plutôt dans la gestion et dans les projets en tourisme. Sur le parcours tourisme, j'ai fait un petit topo très rapide. Donc, le but de ce parcours, c'est d'accompagner les étudiants vers des 3 secteurs d'activité porteurs, qui sont en phase avec les mutations de l'offre et de la demande aujourd'hui, et avec une ouverture vers l'international, donc le tourisme durable, le tourisme et le numérique et le no-tourisme. En ce qui concerne les cours particuliers qui sont proposés dans notre maquette, on va avoir par exemple économie du tourisme et du développement durable, gestion durable d'un établissement touristique, patrimoine et métiers de l'onotourisme, tourisme et patrimoine, tourisme solidaire, tourisme et innovation. Donc ce sont quand même des cours très spécifiques. Donc ça c'est pour le tourisme. Dans le domaine des affaires et commerces, le but c'est d'accompagner les étudiants vers des secteurs d'activité liés à l'organisation et à la gestion des entreprises au niveau national et international. Et parmi les cours que les étudiants peuvent suivre, on va avoir des cours d'économie internationale, de stratégie des organisations, droit, gestion, commerce international et développement durable. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais on verra après pour les questions, mais c'était sur la présentation globale de l'offre que nous proposons ici à Avignon. Bonjour. Bonjour à tous. Donc moi je suis Cédric Perolini, je suis enseignant en lettres à l'Université d'Avignon et je suis le responsable pédagogique de la licence de lettres. C'est un petit peu l'équivalent du professeur principal au lycée. Donc voilà. Donc d'abord je voulais juste, avant d'oublier, rappeler que la journée porte ouverte de l'université, ça sera demain matin. Donc demain matin, Madame Ludardelli, moi, on sera là toute la journée, oui, toute la journée, on sera là pour vous accueillir dans notre magnifique université et voilà pour ceux d'entre vous qui seraient pas très loin d'Avignon. Alors pour en venir plus précisément à la licence de lettres, donc c'est une licence qui permet d'étudier le français dans ses différents aspects, c'est-à-dire aussi bien la littérature que la langue. Littérature, culture, langue, en rentrant dans les détails. Bon, ben pour les littératures, ça va être les différents siècles, langue de l'Antiquité, hein, la littérature donc de l'Antiquité, littérature du Moyen Âge, littérature du XVIe siècle, le récit, la poésie, la littérature d'idées, le théâtre évidemment, puisque j'y reviendrai, c'est une spécificité à Avignon. Donc ces différentes formes de la littérature à travers les siècles. Et puis en ce qui concerne l'étude de la langue, ça va être de la grammaire, ça va être de la stylistique, ça va être de l'évolution de la langue, l'évolution des mots. Donc c'est sûr qu'avant de choisir une licence de lettres modernes, il faut être certain d'avoir un goût pour ces matières littéraires. Alors évidemment, la licence de lettres modernes n'est pas spécifique à l'Université d'Avignon. Nombreuses sont les universités à en proposer. La spécificité peut-être d'Avignon, c'est que on est une université à taille humaine, avec des promotions qui sont assez légères. Là, par exemple, en première année de lettres, on a entre 60 et 70 étudiants, ce qui nous permet d'avoir une relation très privilégiée, des relations très faciles entre étudiants et enseignants, avec l'ensemble des personnels de l'université, de l'administration. On a vraiment la possibilité d'avoir une relation extrêmement personnalisée, et je crois que tout le monde en est très heureux. Donc 60-70 étudiants pour la première année. Comprenez bien que dès qu'on travaille en TD, en groupe, de temps en temps vous allez avoir des cours en amphithéâtre avec l'ensemble de la promotion, 60-70, on a quand même un peu de place, mais dès qu'on est en TD, vous retombez sur des effectifs que vous connaissez, tout à fait comparables à ceux qui sont les vôtres actuellement.
25, 30, 35 étudiants par groupe. À partir de la deuxième année de licence, c'est vrai que l'effectif s'allège un petit peu. On est autour de 40, disons, 25, 30 en troisième année. Voilà pour le principe global de la licence. Alors, après, quels sont les débouchés? Une fois qu'on est licencié de lettres, vers quoi peut-on s'orienter? Alors, d'abord en termes de formation, la licence de lettres n'est pas directement professionnalisante, il faut enchaîner sur un master, c'est-à-dire un bac plus 5. Donc ici à l'Université d'Avignon, on propose notamment 2 masters, un master MEF, donc métier de l'enseignement et de la formation, qui sert à préparer très sereinement le CAPES de lettres en particulier, puisqu'on a d'excellents taux de réussite au CAPES de lettres. Au niveau national, il y a un taux de réussite qui est autour de 10, 15, 20% maximum. Les étudiants qui sortent du master lettres d'Avignon ont d'excellents taux de réussite. On est autour de 90% de réussite en sortant, donc pour devenir professeur de français dans le secondaire. Donc ce master MEF, et puis un master, évidemment, puisqu'on est à Avignon, un master théâtre qui est plus axé sur le théâtre, mais là encore, c'est un petit peu comme pour la musicologie, c'est pas tant dans une perspective de pratique théâtrale que de compréhension des enjeux du théâtre, aussi bien le texte, l'administration du théâtre, tout ce qui gravite un petit peu autour du théâtre. Voilà. Alors, voilà pour les 2 masters, et ensuite l'école doctorale de l'université peut encadrer vos recherches si vous voulez continuer la recherche en littérature, en langue, dans le cadre d'une thèse de doctorat. Bon, les métiers plus directement, donc vous avez compris, il y a les métiers de l'enseignement, aussi bien professeur des écoles que professeur de lettres en collège et en lycée. Il y a les métiers du livre. Alors là, il vaut mieux, après la licence, partir vers un master métier du livre, éventuellement. La licence de lettres est une bonne préparation pour tout ce qui relève des écoles de journalisme, des concours d'écoles de journalisme, et puis pour tout ce qui relève des concours d'accès à la fonction publique territoriale, notamment, où vous allez avoir besoin d'un niveau licence pour passer les concours de catégorie A. On a une formation qui permet d'aborder tout à fait sereinement les concours liés par exemple au métier d'assistant de conservation, d'attaché de conservation des bibliothèques, pour travailler dans une bibliothèque, dans une mairie, etc. Par exemple, un conseil général, une collectivité territoriale. Voilà pour l'essentiel des débouchés. Il est difficile de dire qu'avec une licence de lettres, vous avez une carrière de poète qui vous attend. L'économie de la littérature et de l'art est quand même très aléatoire. Voilà pour les débouchés. Alors, si je rentre un petit peu plus en détail sur l'architecture de la licence, en L1, la première année de licence, on aborde les enseignements fondamentaux. On refait de l'histoire de la littérature, les différents siècles, les différents auteurs, les différents mouvements esthétiques, les différents genres, narratifs, poétiques, dramatiques, littérature d'idées. On a un portail commun qui est en lien avec notre licence humanité, qui est une nouvelle licence dont je pourrais vous dire un mot peut-être tout à l'heure. La licence humanité se veut plus généraliste, c'est-à-dire que la surface d'enseignement est globalement la même, le volume horaire, le volume d'enseignement est le même, mais alors que c'est très spécialisé dans les licences de lettres, c'est plus généraliste, c'est plus large et peut-être moins profond dans la licence d'humanité. La licence humanité consiste à étudier nos humanités dans leur diversité, des langues, de l'italien obligatoire, de l'anglais, de l'histoire, du français, de la littérature. Voilà, une licence qui va vous permettre d'envisager ensuite sereinement une orientation vers les métiers de la culture, vers les métiers en particulier du professorat des écoles, puisque cette licence est plus généraliste et vous faites notamment plus de sciences que dans la licence de lettres. Enfin voilà. Mais ces 2 licences fonctionnent dans le même cadre et il y a quelques cours en commun, c'est ce qu'on appelle le portail.
Ces cours en commun vous permettront éventuellement de vous dire je suis parti sur une licence de lettres, mais j'aimerais peut-être plutôt partir vers une licence humanité, ou le contraire. Je suis actuellement en licence humanité, mais peut-être qu'au prochain semestre, j'aimerais bifurquer vers la licence de lettres. Ça permet de faciliter les passages de l'une à l'autre licence. Alors, en deuxième année de licence, c'est comme des cycles, un cycle de consolidation, d'approfondissement des connaissances, développement des compétences, et en L3, vous choisissez votre parcours. Alors voilà les trois parcours qui vous sont proposés en troisième année de licence. Donc il y a un parcours, donc vous voyez que transversalement à ces trois parcours, il y a une espèce de tronc commun, enseignement de tronc commun, où là de toute façon vous allez faire du français, vous allez faire de la langue, vous allez faire, mais ensuite vous allez pouvoir vous spécialiser. Donc le premier parcours, c'est le parcours littérature française et comparée, avec des enseignements renforcés au niveau de la littérature d'expression française, la francophonie, la littérature francophone ne se limite pas à la littérature hexagonale. On étudie plus particulièrement les périodes anciennes, ça peut être l'Antiquité, ça peut être la littérature médiévale, période moderne, période contemporaine, on étudie des textes du XXIe siècle, et puis divers genres littéraires, poésie, théâtre, roman, nouvelles, prose d'idées. On étudiera dans ce parcours-là plus de littérature comparée que dans les deux autres parcours théâtre et FLE. Alors la littérature comparée, ça consiste à, par exemple à l'échelle des littératures européennes, regarder comment un même thème va être traité par un auteur français, par un auteur germanophone, par un auteur italianophone, pour voir les points communs, les différences, et comment ces différences peuvent être expliquées par des spécificités d'auteurs, mais aussi peut-être par des spécificités culturelles ou linguistiques, etc. Et puis plus d'approche diachronique, ça veut dire à travers l'histoire de la langue française, voir comment, par exemple, les mots vont évoluer depuis le latin, l'ancien français, la période moderne, 16e, 17e, 18e siècle, comment les structures grammaticales se modifient, comment la phrase complexe du 17e siècle n'est pas tout à fait la même que celle qu'on pratique aujourd'hui. Voilà. A priori, ce parcours permet d'envisager très sereinement une orientation vers les métiers de l'enseignement. Alors, le deuxième parcours, c'est le parcours théâtre, qui lui prépare plus directement le master théâtre, qui est évidemment particulièrement important à Avignon par rapport au festival. Donc le master théâtre le parcours théâtre en L3 propose des enseignements spécifiques, l'histoire des genres dramatiques, le théâtre au sens large du terme, l'histoire de la mise en scène, et puis un regard particulier, et ça c'est vrai que c'est la proximité du festival qui nous le permet, un regard particulier sur la création théâtrale contemporaine, avec une pratique théâtrale. J'y reviendrai, mais on a notamment des partenariats avec un certain nombre de scènes, évidemment sur Avignon, sur le Pays d'Arles, sur Cavaillon, etc. On a énormément d'échanges. Et puis on a aussi le partenariat avec le Conservatoire d'Avignon qui permet aux étudiants une double inscription avec un régime spécifique d'études. Le collègue de musicologie tout à l'heure vous en a parlé, le RSE qu'on retrouve dans toutes les universités, qui vous permet par exemple de travailler et de poursuivre vos études, ou d'avoir une pratique artistique, par exemple une pratique théâtrale au conservatoire ou musicale, et de continuer vos études. C'est possible aussi. Et puis le dernier parcours est le parcours FLE, ça veut dire français langue étrangère. Alors si on va être tout à fait complet, il faut préciser français langue étrangère et français langue seconde. Le français langue étrangère permet d'enseigner le français à des étrangers, que ce soit à l'étranger ou en France. Le français langue seconde permet d'enseigner le français à des gens qui vivent aussi en milieu francophone, mais dont le français n'est pas forcément la seule langue d'usage. Je pense par exemple à un cas d'une famille anglophone dans le Canada francophone, d'une famille qui serait hispanophone en France. On a des cas comme ça de français langue seconde, c'est pas tout à fait les mêmes enjeux que le français langue étrangère. Alors là, on va travailler en particulier sur la didactique des langues, sur l'approche phonétique. Quand on travaille avec des enfants allophones, il y a un travail très important sur
une spécificité phonétique francophone qu'il faut travailler, la linguistique appliquée à l'enseignement, la représentation de l'altérité en didactique des langues, comment apprendre une autre langue, comment permettre à l'élève allophone qui parle une autre langue de récupérer ses compétences dans sa propre langue pour les transposer dans le français par exemple, approche interculturelle, comment voilà. Et donc là les débouchés de ce parcours FLE, on a un master FLE et ensuite partir vers les métiers de professeur de français, notamment avec la mention français langue étrangère. Voilà, le parcours théâtre, master théâtre et les métiers du théâtre, ça peut être l'administration d'un théâtre, ça peut être la gestion de la communication d'un théâtre, etc. Voilà, alors les spécificités un petit peu très rapidement de l'Université d'Avignon, c'est cette proximité, donc un département à taille humaine, mais je vous en ai déjà parlé rapidement tout à l'heure, donc je vais accélérer un petit peu, qui favorise donc les échanges à différentes échelles, entre les étudiants, entre étudiants enseignants, entre étudiants et personnel administratif. C'est ce très bon taux d'encadrement, puisqu'il y a beaucoup d'enseignants par étudiant. Ce très bon taux d'encadrement nous permet d'être attentifs à vos projets personnels d'orientation, vos suivis de stage, tout ce qui va concerner votre insertion professionnelle. Ensuite, on a les partenariats dont je vous ai aussi parlé rapidement, les relations avec les différents lieux culturels, ça peut être des bibliothèques, ça peut être le Centre des écritures contemporaines, ça peut être le théâtre, les théâtres au pluriel de la région d'Avignon, Arles. Bon, je vous ai déjà parlé de tout ça. Concrètement, ça veut dire que on est amené très facilement à sortir, à se retrouver au théâtre et pas seulement en période de festival. Et puis, on développe actuellement une nouvelle forme de pédagogie liée notamment à l'utilisation des nouvelles technologies. Bon, c'est en cours de développement. Certains enseignants développent des cours en ligne. Voilà, mais d'autres universités le font aussi. Voilà, sur le campus, vous allez pouvoir accéder, mais c'est vrai aussi pour les autres universités évidemment, à notre bibliothèque universitaire. Les deux bâtiments sur le site Sainte-Marthe, qui est vraiment dans Avignon Intramuros, les deux bâtiments se font face, la bibliothèque d'une part et les bâtiments de cours et d'administration d'autre part, avec un effet de symétrie entre les deux façades monumentales, c'est absolument magnifique. Donc la bibliothèque est un lieu de travail, les salles informatiques qui sont évidemment en grande partie librement accessibles aux étudiants, et puis une vie de campus, lieu d'études, vie de formation, donc la bibliothèque universitaire, le campus, de très nombreuses associations d'étudiants qui sont là pour vous accueillir, et puis la proximité du centre-ville. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, l'université est située intramuros, ça permet aux étudiants d'avoir une qualité de vie très agréable, et nombreux sont nos étudiants à se féliciter de leur choix. Voilà, je me tiendrai tout à l'heure à votre disposition pour vos éventuelles questions. Je vous remercie de votre attention. Alors on reprend la main, du coup merci pour cet exposé. On va passer donc au Dust Théâtre et on va vous parler un petit peu aussi de tout ce qui est art du spectacle, licence art du spectacle, avec Eva Hernandez. On vous écoute. Bonjour, alors voilà, je viens vous présenter moi je ne sais pas si, excuse-moi, si le diaporama est dans ce... Ok, voilà, et les flèches, ça sera... Ok, alors, moi ce que je viens vous présenter aujourd'hui, c'est une formation un peu particulière, une toute petite filière, qui est particulière, pourquoi? Parce qu'elle est rare en France. Il n'y a que 2 filières dans toute la France universitaire, j'entends, qui permettent de faire dans les 2 premières années 50% de pratique et 50% de théorie. Le Dust Théâtre est un diplôme qui se veut technique, non pas parce que vous allez toucher à l'électricité ou au son obligatoirement, mais parce que vous allez faire de la pratique à 50%. Donc c'est un diplôme national qui est reconnu exactement comme une licence 1 ou une licence 2 si vous faites les 2 années. Ça vous permet de sortir au bout de 2 années déjà avec un diplôme, c'est plutôt rare, et par rapport au métier du spectacle, c'est important d'être le plus diplômant possible. Nous recrutons 50 étudiants sélectionnés sur dossier.
Par rapport à cette sélection, je tiens à être très claire pour ne pas ouvrir de fausses expectatives. Nous recrutons avec une finalité quand même professionnalisante. Donc, si vous avez fait, disons, 2 ans le Roi Lion, quand vous aviez 11 ans, dans une association sympathique dans votre village, c'est pas exactement ce qu'on demande pour entrer dans la formation. Il faut quand même des prérequis. Parmi ces prérequis, par exemple, une formation en conservatoire théâtre, évidemment, ou en bac théâtre, ou bien une école de théâtre, 2-3 ans de théâtre ailleurs, ça peut aller très bien. Et nous restons très ouverts et très attentifs aussi aux gens qui peuvent venir d'autres formations artistiques, c'est-à-dire des gens qui ont fait de la musique. Nous avons il y a 2 ans un régisseur qui avait fait 7 ans de saxon. Nous avons des gens qui viennent des manins, des formations en art classique plutôt appliquées. Nous apprécions beaucoup cette justement pluridisciplinarité, mais par contre, si vraiment vous souhaitez vous diriger vers le jeu de la mise en scène, soyons honnêtes, nous recrutons des gens qui ont un certain niveau déjà, qui ont déjà joué, qui ont déjà la capacité de jeu, sans quoi vous alliez vous retrouver entouré des gens qui ont ces niveaux et dans la capacité de suivre. Donc voilà, 50 étudiants sélectionnés sur dossier, une formation sur 2 ans, qui peut se poursuivre ensuite avec une L3, avec 2 ans de master, et voire avec un doctorat en recherche, mais je développerai un tout petit peu plus tard. Si je devais vous expliquer un tout petit peu comment fonctionne notre filière, eh bien, une fois que vous entrez dans la filière, je peux dire que notre filière se base un tout petit peu sur 3 axes. Vous avez quand même, vous êtes dans une université. Donc, c'est le deuxième avertissement que je peux vous donner. Si vous avez très envie de faire de la pratique théâtrale et que de la pratique théâtrale, il y a une chose merveilleuse qui s'appelle les conservatoires, les écoles de théâtre. Allez-y, faites du jeu, c'est magnifique, c'est merveilleux, j'adore ça. Si vous venez à l'université, c'est que votre curiosité est un peu plus large et elle souhaite faire de la pratique, mais elle veut aussi avoir des acquis, acquérir un socle culturel, une capacité d'analyse, un certain nombre de connaissances qui vous permettent d'aller ailleurs, de pouvoir justement faire un tout petit peu le voyage entre ce qui est plus de l'ordre du théorique et la pratique théâtrale. Donc, si vous venez chez nous en pensant « Ah, je vais faire de la pratique et que de la pratique », eh bien, vous allez faire partie de ces quelques petits nombres d'élèves qui, à la fin du premier semestre, partent parce que se rendent compte qu'il faut un niveau théorique, qu'il faut des capacités de lecture, qu'il faut être capable d'analyser les textes, d'analyser les spectacles, et de faire des devoirs, construire des dissertations, etc., etc. Donc, on marche sur 2 pieds, et les 2 sont importants, autant l'un que l'autre. Donc, nous avons 3 axes de travail qui sont, d'un côté, l'enseignement théorique, de l'autre, la pratique théâtrale, et enfin, cette volonté de pré-professionnalisation, dont je vous parlerai un dernier. L'enseignement théorique, qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, ce qui est logique, vous allez travailler sur l'histoire du théâtre, vous allez faire de la théorie du jeu d'acteur, de la théorie de la mise en scène, analyser un tout petit peu les rapports entre le théâtre et la société, faire de la dramaturgie, c'est-à-dire l'analyse du fonctionnement du texte théâtral, apprendre à analyser les spectacles et donc aussi à interroger un tout petit peu tout ce qui est de l'ordre de la réception de la part des spectateurs. Et évidemment aussi, petit à petit, commencer à aborder la connaissance des institutions culturelles dans lesquelles vous allez vivre et à aborder des questions de gestion, d'administration, des choses fort désagréables qu'il faut quand même acquérir dans la vie quand on veut être artiste, mais qui sont indispensables et sans lesquelles vous ne survivrez pas. Donc ça c'est le premier axe. Ensuite, vous avez des ateliers de pratique et vous avez donc une manière d'aborder la pratique qui est double. Vous allez avoir plusieurs ateliers par an, des pratiques. Et je dois dire que notre équipe dans la filière est très restreinte du point de vue des enseignants universitaires. Nous sommes 7 enseignants en poste,
définitivement comme ça. Et nous sommes sur les 7 enseignants, il n'y a que 4 enseignants, je pense, 5, qui sont des docteurs, qui sont des maîtres de conférences, professeurs, etc. Cela veut dire que pour le reste, que ce soit les autres enseignants en poste, que ce soit les intervenants, ce sont des professionnels des arts du spectacle. Nous avons fait ces choix-là, qui nous semblent importants, pour que la formation que vous recevez d'ordre pratique vous soit apportée par des gens qui sont totalement intégrés dans le monde des arts du spectacle, et en particulier du théâtre. Donc vous avez un certain nombre d'ateliers qui vont depuis le jeu d'acteur, le chant pour le théâtre. Vous avez de la marionnette, vous avez du grotesque avec moi, vous avez de la comédie dell'arte, vous avez de la scénographie, vous avez de la dramaturgie, c'est-à-dire écriture théâtrale, vous allez avoir un certain nombre comme ça d'ateliers qui vont être complétés par la participation à une production. Tous les ans, nous faisons appel à des metteurs en scène extérieurs à la faculté et à des metteurs en scène qui font partie de notre équipe. Et vous avez entre 3 et 4 productions théâtrales qui sont faites dans des conditions absolument professionnelles, puisque on travaille dans des salles de la région, en particulier au théâtre Antoine Vitesse, dont je vous parlerai tout à l'heure, mais aussi avec des théâtres avec lesquels on collabore, tels que la Joliette, le théâtre de la Joliette à Marseille, la Friche d'Avec Denet, la salle d'Assita, enfin, tout un ensemble d'institutions culturelles de la région avec lesquelles nous avons passé des accords et qui mettent à la disposition des étudiants des équipements professionnels. Le troisième axe de travail réellement de notre filière et qui la rend, je pense, intéressante et qui fait que c'est un DUST et non pas une simple licence théorique, c'est que nous faisons vraiment, nous portons une grande attention à la professionnalisation. Et la professionnalisation, elle s'est faite au travers, comme dans toute formation universitaire, des stages annuels que vous devrez chercher, pour lesquels vous allez être accompagné. Mais elle s'est faite aussi au travers de cette création personnelle professionnelle, ce qu'on appelle le PPP, qui, dès la 2e et la 3e année, vous fait rentrer dans ce qu'on appelle les filières. L'existence des filières professionnelles vous permet de tâter à pas mal de métiers. Et petit à petit, votre culture théâtrale théorique, plus ces tâtonnements pratiques, vont vous permettre de comprendre si c'est vers le jeu, si c'est vers la régie, si c'est vers l'enseignement ou la direction des ateliers amateurs, si c'est vers la mise en scène, si c'est vers des métiers de l'administration, de la critique, toutes ces choses-là que vous allez essayer vont vous permettre, au bout de 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 9 ans si vous faites un doctorat, savoir vraiment vers quoi vous vous dirigez. À partir donc, de la 2e année, là, vous avez toutes les filières de la 2e année. Donc, mais vous pouvez continuer vos études en faisant une L3 qui, elle, sera un tout petit peu plus théorique parce qu'elle doit vous permettre un master, de choisir entre un master à dominante recherche ou à dominante pratique. Et vous pouvez encore, si vous avez fait le choix de la recherche, continuer vers un doctorat si vous le souhaitez. Et sinon, bah, ensuite, vous avez la possibilité effectivement de vous former aux arts du jeu et de passer tous les concours possibles et imaginables à l'administration, à la scénographie, à la mise en scène, au jeu, etc. Voilà les débouchés du DUST et de la licence de master. Très bien. Un art du spectacle, théâtre. Pour cet exposé très complet. J'ai à ma gauche une étudiante, justement, Sarah, qui est en première année de DUST et qui va peut-être nous parler très très rapidement de son expérience personnelle. Comment ça se passe, cette première année de DUST pour vous Ça vous plaît? Bah déjà, oui, parce que c'est rare d'avoir l'occasion en fac d'avoir autant de pratiques. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les étudiants de la formation, c'était cette envie. Même si certains se plaignent d'avoir trop de théorie, d'avoir quand même énormément de pratiques. Au premier semestre, on avait des ateliers, on avait par exemple l'atelier d'énonciation, où on avait un travail sur la voix et sur le corps du comédien. On pouvait choisir aussi, moi je sais que j'ai fait l'atelier scénographie,
où du coup, sans pour autant partir en filière scénographie, on avait une approche de ce qu'était que le métier de scénographe, de partir d'un projet, de faire une maquette, de présenter la maquette aussi, de réfléchir au coût d'une production, etc. Donc, c'est vrai que c'est une formation très riche et très complète, et je pense que c'est ce qui est le plus important dans le DUS, c'est d'avoir l'opportunité de toucher à beaucoup de domaines et de vraiment avoir une base ensuite avec énormément de connaissances des différents domaines en fait, du spectacle vivant. Parce que même si certains partent au final en filière régie, on aura quand même derrière le socle commun avec ces ateliers d'énonciation où on aura une conscience de ce que c'est qu'être acteur, et aussi des ateliers pratiques qui font qu'on sait aussi, plus tard quand on travaillera avec des gens du spectacle vivant, on saura aussi ce que c'est que leur métier. Et de ne pas simplement se retrouver face à un scénographe et de se dire c'est quelqu'un qui va poser des décors, alors qu'en fait derrière il y a tout un travail de dramaturgie, d'analyse du texte et de réflexion, tout ça. Donc je pense que c'est, pour résumer pour le moment après mon premier semestre de Dust, je pense que c'est le plus important, c'est qu'on touche à beaucoup de choses et au final ça nous sert peu importe la filière dans laquelle on part ensuite. Et là, vous envisagez quoi comme métier plus tard? Alors, moi je suis arrivée en me disant que je partirais soit en mise en scène, soit en régie. Maintenant, j'hésite entre partir en mise en scène et en écriture. Et je commence à réfléchir à la scénographie, donc je sais pas trop. D'accord. Vous avez encore un an et demi pour vous déterminer, c'est parfait. Quoi qu'il arrive, combien même je partirai en filière écriture et j'aurais envie de changer en L3, c'est possible. Puis faire un DUS dans une certaine filière ne veut pas dire qu'ensuite on est obligé de passer les concours des écoles dans telle filière, etc. Ça reste très ouvert et il faut plus voir le DUS comme une première approche complète du monde du spectacle que comme vraiment une filière qui va nous former à rentrer dans les grandes écoles. Très bien. Alors, on va répondre aux questions des lycéens parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va commencer par la musicologie parce que je crois que vous devez partir vite. En effet, oui. Donc, pour la musicologie, est-il nécessaire de pratiquer un instrument avant la formation? Alors, avant la formation, pas nécessairement, dans le sens, c'est vrai que si vous pratiquez un instrument, ou si vous avez déjà quelques années d'instrument derrière vous, ça va quand même grandement vous faciliter les premiers cours de remise à niveau. Après, justement, ce qui est intéressant, c'est que si vous entrez en filière musicologie, c'est que, normalement, vous aimez quand même un peu la musique. Donc, c'est justement l'occasion pour se mettre à une pratique instrumentale. De toute façon, tout au long de la filière musicologie, vous avez, donc je l'ai dit, des ateliers de pratique où effectivement il faut pouvoir vous pratiquer du coup un instrument. Même si vous commencez, même si vous êtes débutant, si vous avez commencé en même temps qu'entrer en musicologie, c'est pas dérangeant. Ce qui est dérangeant, c'est qu'en troisième année, vous sachiez toujours pas ce que c'est une note de musique et comment en jouer concrètement, comment faire du son. Tout simplement. Donc, pour résumer, non, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même fortement conseillé, au moins à partir du moment où vous choisissez d'entrer en musicologie. Alors, une question qui est un peu à cheval sur la musique et le théâtre, je pense. Ah, c'est parti. Rendez-vous cette question. Elle est là. Comment se passe la licence parcours conservatoire de musique, plus particulièrement à Avignon? Et une autre question liée. Et plus précisément la licence lettres modernes, parcours conservatoire à Avignon. Alors je ne sais pas si vous pouvez répondre ou si c'est Avignon qui répond. En Avignon, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. En musicologie à Aix, on n'a plus de partenariat spécifique avec le conservatoire d'Aix, il n'y a plus de parcours pour les étudiants du conservatoire. Il peut y avoir quand même des aménagements sur demande ponctuelle. Après, pour Avignon, je peux peut-être... Avignon, on vous laisse répondre si vous avez... Est-ce que vous m'entendez là? Oui, tout à fait. Allez-y. Alors, sur le conservatoire d'Avignon, il y a des étudiants qui se sont inscrits au conservatoire et qui peuvent s'inscrire en double cursus avec une inscription en licence de lettres chez nous. Donc ça leur permet d'avoir à la fois une grosse pratique au niveau du conservatoire et d'avoir un diplôme, une licence qui va leur permettre de... Donc là aussi, deux jambes, la jambe artistique mais qui est externalisée, et la jambe plus académique, plus universitaire, à l'Université d'Avignon. Alors, je sais que cette année, on a un certain nombre d'étudiants qui sont dans le parcours au conservatoire en théâtre. Je sais qu'on en a eu en musique, mais cette année, je ne crois pas que ce soit le cas. Là, il faudrait vous renseigner, savoir si c'est possible de faire. C'est possible. Musique, théâtre et danse. Il y a les trois. Merci beaucoup.
avec un parcours adapté bien sûr à l'université. Ils ont moins de cours en lettres qu'un étudiant classique. Voilà, ils ont moins de cours, ils ont ce fameux régime spécifique d'études qui leur permet de ne pas être en contrôle continu, mais de passer l'évaluation finale. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je suppose, sinon ils reposeront une question plus précise. Il y a une autre question là. Quelle est la différence entre la licence LLCER et LEA? Donc Avignon peut peut-être répondre également. Oui. Alors, la licence LEA, c'est langue étrangère appliquée. Donc, ce sont 2 langues étrangères, donc anglais obligatoire et espagnol ou allemand ou italien, appliquées au monde de l'entreprise, à l'économie, au commerce, au tourisme, voilà. En revanche, la licence LLCER, c'est une licence qui n'étudie qu'une langue, ou l'anglais ou l'espagnol, et qui a une visée littéraire. C'est-à-dire on fait de la littérature étrangère, on fait la civilisation bien sûr, mais c'est une visée littéraire et en général ça forme des professeurs de langue. Voilà. D'accord. C'est la langue comme moyen pour le LEA, comme fin en soi pour le... Voilà, exactement. Oui, pardon ? Il y a plusieurs questions pour vous sur ce thème-là. Est-ce qu'on peut faire en même temps à Avignon une licence LEA et LLCER ? Non, parce que la licence LEA est très lourde en nombre d'heures. D'abord. En revanche, on a un portail en première année qui est commun, une partie des cours sont communs entre l'anglais, LLCER, et le LEA. Ce qui fait que des étudiants qui ont validé leur première année d'anglais LLCER peuvent intégrer LEA en deuxième année et vice-versa. Mais uniquement sur les semestres 1, semestre 2 et maximum semestre 3. Après, ça ne marche plus. Sans rattraper de... Non. Alors, est-ce que suite à une licence LEA, on peut aller faire des métiers liés à l'enseignement ? Est-ce qu'on peut faire le master MEF, par exemple, avec LEA ? Oui, alors on a quelques étudiants qui ont décidé de passer qui décident de passer le professorat des écoles et quelques-uns qui passent des concours de professeurs de langue. On a quelques profs d'anglais qui sont sortis de LEA. C'est pas la voie royale pour faire ça, mais c'est une possibilité. Voilà, il vaut quand même mieux faire LLCER si on se destine à l'enseignement. Oui, pour être professeur de langue, c'est la logique. Oui. Alors, est-il possible avec un master LEA ou LLCER d'accéder à des métiers liés aux sciences politiques ? Alors là, sciences politiques. Il y a un concours d'accès pour les Sciences Po. Oui, qui se passe plutôt Bac plus 1. On a des formations Sciences Po ici à l'université, à AES, avec une spécificité Sciences Po. Tous les cas. Ouais. Donc, on vous conseille plutôt de faire du droit ou AES à Avignon, puisque à Avignon, il y a AES avec des sciences politiques. Mais enfin, dans tous les cas, c'est quand même plus une base de droit ou d'économie que de langue voilà, pour aller vers ce genre de métier. Oui, les matières appliquées, ce qu'on appelle les matières appliquées sont l'économie, la gestion, le droit appliqués au monde de l'entreprise, mais ça reste assez généraliste, notamment en première année, mais ça n'est pas un diplôme de droit ou un diplôme de sciences politiques. Alors, ça on a déjà... Pour devenir professeur de français aux États-Unis, est-il préférable de faire un cursus de lettres modernes ou une filière à LLCER ? Non, là, il vaut mieux faire une filière une licence de lettres avec le parcours français langue étrangère en L3 et puis continuer ensuite préparer en sachant de toute façon que le recrutement aux États-Unis ne se fait pas sur concours comme en France, mais il y a toutes sortes de modalités. Souvent, les établissements ont une grande autonomie dans le recrutement de leurs enseignants, mais c'est certain que passer par une filière de lettres et de développer en particulier le parcours français langue étrangère, c'est la trajectoire idéale pour être professeur de français dans un pays étranger. Alors, on nous demande les autres formations dans d'autres formes d'art, de ce qu'on a évoqué là.
Il reste la licence cinéma qu'on n'a pas évoquée. Voilà, et l'art la du licence, spectacle, art art et de cinéma. Vous allez avoir aussi les arts plastiques, les arts plastiques. les arts numériques et La médiation culturelle aussi. la médiation culturelle, mais qui Oui. est donc à la médiation, et non pas à la pratique artistique. Voilà, donc le cinéma et les arts plastiques existent à l'U. Oui. Voilà. À Aix-Marseille. À Aix-Marseille. On a... Le cinéma, c'est dans le cadre du portail, justement, le portail art du spectacle, lettres et musicologie. Pour les arts plastiques, je crois que c'est un autre portail, non? C'est peut-être le pas- même portail, Ah oui, ça, c'est le portail artistique. Ouais. D'accord, c'est le même. Ah, tout est dans le même portail. En fait, si vous rentrez dans ce portail, à l'issue du premier semestre, ce sera à vous de choisir la discipline qui correspond à votre projet professionnel. Ouais. Je vérifie au niveau de l'art, mais sinon il y a l'histoire de l'art aussi, mais c'est plus avec l'archéologie et l'histoire. Mais sinon les arts plastiques, je pense que c'est un portail commun avec les lettres. Avant d'avoir des questions sur le DUST. Ah oui, alors serait-il possible de nous dire dans quels établissements de formation le DUST est disponible? Alors, le DUST Théâtre Nexiste, qui est dans 2 universités en France, avec la différence que Besançon recrute moins de gens et ne propose sa formation qu'une fois tous les 2 ans. Et nous, on en recrute 50 tous les ans. Voilà. C'est les deux seuls endroits. C'est les seuls endroits où vous pouvez trouver un DUST Théâtre. Et là, il y a une autre question. Et là, il y a une question. Est-ce que le DUST fait la même formation que l'ENSAT? Oh que non, oh que non. L'ENSAT est une école nationale supérieure, donc c'est un niveau de formation et d'application déjà supérieur. Nous, on fait un diplôme de formation aux bases du métier du théâtre. Donc je vous recommande de commencer par le DUST avant de tenter les concours, l'ENSAT et les autres, parce que vous avez que 3 possibilités. Vous pouvez les présenter 3 fois et ça serait très bête de gâcher ces possibilités-là en présentant les concours sans avoir acquis des bases. Alors là, il y a une question sur les critères d'intégration des DNMAD. Là, on ne va pas pouvoir vous répondre. Mais par contre, c'est le nouveau diplôme en 3 ans qui donne un grade de licence et qui remplace tout ce qui était BTS, art appliqué et mise à niveau en art appliqué. Mais vous donnez plus d'infos là à cette visioconférence, personne n'est spécialisé là. Je vous invite à aller voir le site de l'ONICEF, vous aurez des renseignements sur les DNMAD, et nous on ne peut pas vous répondre. Proposez-vous une double licence LEA droit à Avignon? Non. Voilà. Non. Et à AMU, je ne crois pas non plus. Double licence, ça n'existe pas. C'est trop dense, les deux d'ailleurs, droit comme LEA pour faire une double licence. Il y a quelque chose à Grenoble, je crois. Ah, Dans ce sens-là. d'accord. Il me semble à Grenoble, mais voilà. Ok. À vérifier. À vérifier sur le site de l'ONICEF, vous trouverez l'info aussi. Vous avez toute la France, toutes les formations de toute la France dessus. Alors, est-ce qu'on peut faire une LLCER et faire ensuite un master LEA? Dans l'absolu, ça n'est pas impossible, sauf que les masters sont sur dossier et qu'on privilégiera un étudiant qui a fait LEA pour un master. C'est pas logique de faire un master LEA après LLCER parce qu'on n'a pas de connaissances en matière appliquée justement et qu'en général on n'a qu'une langue alors que LEA il y a 2 langues. Existe-t-il un lien entre art du spectacle et danse? Alors, c'est vrai que la danse n'est pas une matière qu'on enseigne dans le cadre de nos ateliers pratiques. Par contre, avoir une pratique des danses et rentrer en DUST théâtre, enfin art du spectacle, est tout à fait possible, dans la mesure où justement, comme je vous disais tout à l'heure, de plus en plus, les arts du spectacle vont vers la transdisciplinarité et donc nous n'avons pas une formation spécifique. Nous avons un conservatoire quand même à Aix et à Marseille qui vous permet d'avoir éventuellement un double cursus et on est assez attentif quand les gens ont un double cursus à faire que au niveau des horaires on puisse faire un peu de passerelle pour que les gens arrivent à faire les deux. Mais c'est pas direct
Actuellement, il n'y a rien de spécifique. En sachant que cette année, on a des élèves en DOS qui sont danseurs, mais aller dans une filière comme la filière métier du plateau, où c'est mise en scène, etc., ça semble moins logique pour des gens qui n'ont pas une grosse pratique du théâtre. Mais par exemple, on a une élève qui est en scénographie cette année, qui est en filière scénographie et qui, elle, est danseuse de formation. Et il y a des filières dans la formation qui nous permettent ensuite de s'orienter vers d'autres arts du spectacle aussi. C'est pas impossible pour quelqu'un qui fait de la scénographie ou de la régie de repartir ensuite vers de la danse ou la musique. C'est moins spécifique, comment dire. Il y aura une différence dans la pratique du métier ensuite, mais c'est quand même possible. Il n'y a pas une spécificité sur la danse. Il n'y a aucune spécificité pour l'instant. Être dans l'art du spectacle. Mais ça n'empêche pas de faire la formation, par contre. C'est tout à fait apprécié. Si la personne arrive avec une formation de danse, ça, il n'y a aucun problème. Simplement, on ne va pas lui permettre, on n'a pas les formations qui vont lui permettre de développer cette activité artistique-là si c'est ce qu'elle souhaite. Donc il faudra qu'elle se dirige vers un cursus, un nouveau cursus, quelque chose de cet ordre-là. Voilà, écoutez, on va prendre une dernière question et ensuite on va vous quitter. Peut-on se tourner vers le tourisme après une licence LLCER? Avignon, vous voulez répondre? Alors, ça dépend ce qu'on appelle le tourisme. Si c'est pour être, si c'est le tourisme en tant que gestion, c'est gestion, économie, travail d'entreprise, gestion de projet, non. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus compliqué. En revanche, si c'est pour être guide touristique, il y a des formations précises pour être guide touristique, oui. Le problème, c'est que dans le tourisme, on met tout et n'importe quoi. Il faudrait savoir ce qu'on veut dire de façon précise. Voilà, d'un point de vue de gestion touristique, non, ça n'est pas la suite logique. Oui, il vaut mieux faire LEA pour ça. voilà. Bien, écoutez, si vous avez des questions, une dernière question, il faut vraiment la poser très vite parce que nous allons sinon terminer cette visioconférence. On avait dit midi, il est midi, hein. C'est presque l'heure. Donc j'attends 2-3 petites minutes, voir s'il y a encore une question à laquelle on peut répondre avant de vous quitter. Et s'il n'y a pas de questions, on va... Je ne vois pas de questions, donc j'imagine qu'il n'y en a plus. Écoutez, on va vous dire au revoir et merci d'avoir assisté à cette visioconférence et au revoir à Avignon et merci aux intervenants. Au revoir.